d'une réunion que vous avez eue avec eux? Yes, that is correct. Réponse oui, c'est exact. Et lors de cette réunion, vous avez couvert les points que vous devriez aborder lors de votre témoignage? Réponse. Lors de cette réunion, nous avons abordé les points soulevés dans mon rapport. Nous avons parlé des détails contenus dans mon rapport. Dans le CV que vous avez annexé à votre rapport en 2013, qui porte le numéro CIV-OTP 0049-0054, vous ne parlez pas de connaissances particulières en matière de mortier. C'est exact? Your Honor, Monsieur le Président, ma connaissance des mortiers tient au fait que je suis titulaire d'un certificat d'ATO. Je suis également membre de l'Institut des ingénieurs en matière d'explosifs. Cela se fonde également sur ma formation professionnelle au sein de l'armée britannique. En tant qu'officier chargé des munitions, j'ai travaillé auprès d'équipes de mortiers. J'ai travaillé dans un contexte multinational avec des équipes de mortiers. Donc je crois que tout cela est tacite. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les cours que vous avez suivis à l'université? No, come on. Le Président, franchement. Your Honor, as part of the... Le témoin. Monsieur le Président, dans le cadre de mes qualifications en tant qu'officier technique chargé des munitions, j'ai... de ATO. Je vais préciser ma question. Est-ce que vous avez suivi une formation scientifique à l'université avant d'être entré dans l'armée? Your Honor, sorry, I was... Le témoin. Pardon, Monsieur le Président, j'ai été interrompu. J'ai donc fréquenté l'université Cranfield dans le cadre de ma formation en tant qu'officier technique en matière de munitions. J'ai suivi des cours en conception de munitions. J'ai étudié donc les fondements mathématiques, chimiques et métallurgiques de cela. Tout cela fait partie de ma formation technique. Et pour développer ma réponse à votre question, j'ai fait des études, je suis titulaire d'un baccalauréat en sciences, BSc, en génie intégré, et j'ai également fait des études d'ingénieur électronique. Je suis titulaire d'une licence BSc dans ce domaine. Formation de ATO. Le procureur nous a divulgué votre certificat de qualification, que l'on a vu ici hier, le 16 juin 2017. Pourquoi ne pas lui avoir donné avant? Your Honor. Réponse. Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma qualification en tant qu'ATO ont été révélées aux Nations Unies en 2012. J'aurais pu communiquer cela dans le cadre de ma demande pour devenir expert dans le cadre de cette enquête. Excusez-moi, je ne comprends pas très bien la réponse. Ce document a été divulgué, donné à l'ONU en 2012. Donc, je répète ma question. Pourquoi ne pas l'avoir donné au procureur en 2013, quand vous avez rédigé votre rapport? Your Honor. Réponse. Monsieur le Président, mon rôle en tant qu'expert dans le cadre de cette enquête a, à l'évidence, fait l'objet des mesures prises par la Cour pénale internationale et le bureau du procureur. Moi, je ne me suis pas abstenu de communiquer ce certificat. Je l'ai remis aux Nations Unies. Il est disponible pour quiconque souhaite le consulter. Je ne l'ai jamais caché à qui que ce soit.
Si on me le demande, je le communique. D'après ce certificat, vous avez fait la formation de juin 2006 à mai 2007. Si j'en crois votre CV technique, donc je redonne le numéro, donc c'est CIVOTP 0098 0529. Vous avez commencé vos fonctions de ATO en juillet 2005, soit environ 2 ans avant de recevoir votre certificat. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment ça fonctionne, que vous puissiez commencer vos fonctions avant d'avoir un certificat ou une qualification en la matière? Réponse. Monsieur le Président, lorsque j'ai commencé ma formation en tant qu'officier technique en matière de munitions, j'ai commencé mon cours, comme je l'ai indiqué. Mon père est décédé, donc j'ai dû occuper un emploi. J'ai travaillé en tant qu'officier de l'armée britannique dans le contexte des fonctions d'un officier technique en matière de munitions. Et j'ai poursuivi ma qualification jusqu'à ce que j'ai obtenu mon certificat. J'ai reçu mon certificat comme cela est indiqué, et j'ai commencé ma formation comme cela est indiqué dans mon CV également. Je vais vous montrer un document. C'est le numéro CIV D15 0004 2465. Il va s'afficher à l'écran. Vous voyez le document à l'écran? Yes. Réponse oui, je le vois. La formation que vous avez suivie. Je vous laisse prendre connaissance du document. Your Honour, I Réponse. Monsieur le Président, je ne sais pas d'où provient ce document, donc je ne suis pas en mesure de vérifier la teneur de ce document. Je ne peux pas répondre à cette réponse, je le crains, à cette question. Le Président, quelle est la source de ce document? Ce document vient du site internet de l'université de Cranfield. Et on voit que c'est la présentation de la formation pour devenir ATO. Et il me semble que le témoin a indiqué qu'il avait fait cette université un peu plus tôt. Monsieur Garcia, est-ce que l'on pourrait nous indiquer au fin du compte-rendu à quel moment ce lien a été obtenu? À quelle date? Comme il est indiqué sur le document, ça a été récupéré le 28 juin 2017. Le président 2017. Oui, 2017. J'ai entendu 2010 de la bouche de l'interprète anglais. Donc, dans la version anglaise de la transcription, l'on voit 2010, mais il s'agit de 2017. Je répète ma question avec ces informations supplémentaires. Est-ce la formation que vous avez suivie? Your Honour, Le témoin. Monsieur le Président, ce document qui provient d'Internet est intitulé Descriptif du cours d'ATO, officier technique spécialiste de munitions. Cela dit, cela ne correspond pas à l'ensemble du cours à l'intention des officiers techniques en matière de munitions. Cela semble indiquer qu'il fait partie d'un cours de l'université de Cranfield
qui est donné sur le campus de Sherman. Mon certificat se rapporte à la formation et l'essentiel de cette partie de ma formation est expurgé pour des raisons de sécurité, de classification de sécurité. L'information y est contenue, elle est disponible à la Cour. Cependant, je ne suis pas en mesure de vous divulguer tous les détails à ce sujet. Il suffit de dire que le cours que j'ai suivi, le cours d'ATO que j'ai suivi, est beaucoup plus long que celui qui semble être décrit ici. Il contient beaucoup plus de détails que ce qui est indiqué ici, et je soupçonne que c'est une publicité pour le cours. Donc je ne suis pas en mesure. Enfin, je ne connais pas bien ce document qui m'est montré. Le juge président, très bien, merci beaucoup. Cette page Internet, c'est ce que vous nous dites. When did you do your... Le juge président, quand est-ce que vous avez suivi votre cours à l'université? Le témoin, mon cours a commencé à l'université au début de ma formation. Donc cela faisait partie des 6 premiers mois de ma formation d'ATO. Le président, et à quelle date est-ce que vous l'avez commencé? Le témoin, janvier 2005. Question pour une raison, si vous pouviez me permettre de poser la suite. Si le témoin pouvait répondre à ma question, j'ai une question supplémentaire. Please. Oui. Le président, allez-y. Mais simplement parce que vous avez indiqué que vous aviez une question supplémentaire à cet égard. Donc, 0098 15 29, on voit que le 4e paragraphe est un copier-coller à quelques mots près de la description qui est faite du cours sur ce site Internet. Est-ce que vous pouvez expliquer cela si vous n'avez jamais été sur ce site Internet? Your Honour, because that is Le témoin. Monsieur le Président, comme il s'agit d'un site Internet, je ne veux pas vraiment vous dire une évidence. Il s'agit d'une source ouverte. C'est un paragraphe que j'ai utilisé à de nombreuses reprises. Je ne me souviens pas de la source exacte de ce paragraphe. Je crains qu'il ne s'agisse là d'un paragraphe standard qu'on utilise pour décrire le cours d'ATO. Utilisé de façon commune par qui? I'll object, Your Honor. Monsieur Garcia, objection, Monsieur le Président. Le Président, non, s'il vous plaît, parlez, allez-y au fond de son expertise, parlez du fond de son expertise. Ce n'est probablement pas la première fois qu'il utilise un CV pour quelque raison que ce soit. Excusez-moi, Monsieur le Président, mais le CV technique reproduit un paragraphe. J'aimerais savoir si le témoin, dans ses propres mots, peut décrire le contenu de la formation. Il me semble que c'est une question légitime. On est là pour établir l'expertise du témoin. Can we please... Le Président, est-ce que vous pouvez parler du fond de son rapport d'expert? Monsieur le témoin, êtes-vous en mesure de nous mentionner les meilleures pratiques des protocoles qui précisent comment un expert travaillant dans votre domaine doit conduire une expertise? I'm sorry. Le témoin. Pardon, est-ce que vous pourriez reposer votre question? J'imagine que dans l'armée, les choses sont relativement réglementées et qu'il existe des protocoles, des façons de conduire une expertise d'une certaine façon, des étapes à suivre, des techniques à appliquer. Est-ce qu'il existe un tel document que vous suivez dans votre travail quotidien?
If the question Réponse. Si votre question concerne le rapport que j'ai rédigé, ce rapport-ci, eh bien, je me suis fondé sur les instructions du bureau du procureur, des représentants du bureau qui m'ont accompagné lors de cette mission. Et je me suis fondé également sur les instructions de la lettre de mission. Ma méthode de travail, les procédures que j'ai suivies, découlent logiquement des exigences qui m'ont été communiquées. C'est ainsi que je mène mes enquêtes en tant qu'expert en la matière. Donc, si je comprends ce que vous dites, vous n'avez pas en matière balistique, qui est une matière scientifique, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de protocole qui dit avec tel objet on fait telle chose, on fait telle analyse pour déterminer telle chose. D'un point de vue scientifique, mathématique, biologique, chimique, il n'y a aucun document auquel vous faites référence pour établir d'où vient une certaine munition, quelles sont la trajectoire d'un tir d'obus. Enfin, pour établir toutes ces questions-là, vous n'avez aucune source. Your Honor, I would Réponse. Monsieur le Président, je choisis la source d'information qui convient à la nature de l'enquête que je dois diligenter et qui convient également aux instructions qui me sont données. Il n'existe pas de manuel distinct auquel je dois me conformer, auquel je dois adhérer. Adhérer à un manuel se traduira inéluctablement par certaines omissions. Donc si je le faisais, je risquerais de ne pas enquêter sur certains aspects de mon travail. Et comme on m'a demandé d'enquêter sur un bombardement probable d'un marché, celui de Siakakone, et je dis probable parce que cela m'indique que je dois examiner à droite, à gauche du lieu, comme indiqué dans ces informations. Je ne me suis pas limité dans mon enquête à examiner les mortiers de 120 mm. J'ai cherché à inclure ou à exclure des informations qui donnaient à croire qu'il s'agissait d'un autre type de mortier. Je ne me suis pas conformé à une procédure précise parce que les situations varient. Et d'après moi, et je me fonde sur mon expérience professionnelle, dans le cadre d'une centaine ou de centaines au pluriel d'enquêtes, il n'existe pas une seule procédure à laquelle je dois me conformer. Je comprends bien qu'il faille adapter la procédure à chaque situation, mais pouvez-vous nous citer un manuel, une procédure que, dans ce cas précis, par exemple, vous avez suivi du fait des circonstances actuelles? Your Honor, I would Réponse. Monsieur le Président, je fais référence à des études scientifiques pour étayer des théories et des hypothèses. Je fais référence également à des écrits scientifiques, universitaires, pour renforcer un argument, faire valoir un argument. Je me fonde également sur mes connaissances historiques et sur ma formation. Et je me réfère au manuel des munitions, c'est-à-dire au matériel que nous utilisons à l'université Cranfield. Et j'utilise également des informations provenant de sources ouvertes sur les manuels militaires de l'armée britannique, russe et américaine. Autrement dit, j'utilise des sources appropriées et j'utilise également des recherches ou des articles scientifiques comme ceux des ouvrages sur les armes à feu, sur les mortiers, sur les roquettes et les références contenues dans l'ouvrage Brassey. Il n'existe pas une seule source ni un corpus d'informations distinct sur les différents types de munitions. Dans votre rapport, vous ne citez aucune source, quelle que soit leur nature, académique, militaire. Y a-t-il une raison à cela? Your Honor, Monsieur le Président, j'ai utilisé Google Maps parce qu'il m'a semblé que c'était un outil de cartographie précis et accepté. Les gens font communément référence à cet outil-là.
Je me sers régulièrement de sources d'informations ouvertes, en sorte que mon rapport, ou mes rapports, ou que la formulation de mon rapport soit facile et accessible. Je crois que j'ai répondu à votre question. Merci, mais ça ne répond pas exactement à ma question, qui était sur les questions techniques scientifiques du rapport, pas Google Maps, l'identification d'un fragment, l'analyse d'un fragment, l'identification balistique. Vous ne citez aucune source qui permette de vérifier ce que vous dites pour une personne extérieure. Sorry, Réponse. Pardon, Monsieur le Président, est-ce que c'était une affirmation ou une question? Je vais reformuler ma question. Le propre d'un document scientifique, c'est d'être vérifiable. Vous serez d'accord avec moi ou pas? yes, sir, I would agree. Réponse oui, je suis d'accord avec vous. Pouvoir vérifier comment vous établissez vos conclusions si vous n'expliquez pas comment vous arrivez à ces conclusions, sur la base de quels documents, de quelles sources, de quelles théories, de quels manuels, pour établir qu'il s'agit bien d'un type d'obus de ce type-là, qu'il provient bien de cet endroit. On ne sait pas d'où vous tirez cette information, sur la base de quelles connaissances, de quelles sources vous tirez cette information. Et ma question était, est-ce que vous avez volontairement choisi de ne pas mettre ces sources dans votre rapport? Your Honor, the Réponse. Monsieur le Président, la lettre de mission fait référence d'une source d'information sur laquelle je devais me fonder pour rédiger mon rapport. On m'a demandé de rédiger un rapport en utilisant ou en faisant référence à mon avis, mon opinion technique. Lorsque j'ai présenté le rapport, on ne m'a pas demandé de fournir de références, donc je ne l'ai pas fait. Le Président, permettez-moi d'apporter une correction à la transcription anglaise. Lorsque vous avez fait référence aux sources, la question était en français. No source, and it was translated with open source. That's why, yeah. There's a so this is in English. En anglais, il s'agit de la ligne de la page 49, ligne 7 à 9, et dans la version française, traduction 46, ligne 6 à 8. En anglais, ça devrait être aucune source et non pas source ouverte. Hier, dans une réponse au bureau du procureur, vous avez dit, et je cite, page 91, ligne 7, dans la version française, « J'ai donc enquêté, voilà où détonation... » C'est un peu... Excusez-moi, c'est un peu difficile, comme c'est la version real-time, il y a des fois des choses qui sont compliquées à relire, mais... J'ai donc enquêté sur des détonations afin de déterminer que l'explosion et la fragmentation, que les gerbes d'éclats correspondent à des tirs effectués par les troupes de la coalition ou si c'était le résultat d'attaques par l'ennemi. J'ai dû, par exemple, établir la distinction entre les deux. Fin de citation. Dans votre rapport, et vous nous l'avez dit plusieurs fois en audience hier et ce matin, vous avez pris comme hypothèse de travail la thèse ou le scénario qui vous a été présenté par l'accusation. C'est ce que vous nous avez dit. Pourquoi n'avoir pas procédé à d'autres hypothèses, à l'évaluation d'autres hypothèses pouvant expliquer les bombardements? Monsieur Garcia, je souhaite soulever une objection. Le juge président, est-ce que vous pourriez vous lever et attendre que je vous donne la parole, s'il vous plaît, au lieu d'intervenir sans avoir eu l'autorisation d'intervenir? Sans cela, la transcription n'est plus lisible. Allez-y maintenant. Monsieur Garcia, merci, Monsieur le Président. Deux choses. Si mon contradicteur veut citer in extenso les propos du témoin, j'aimerais qu'il le fasse pour qu'il n'y ait pas de confusion. S'agissant de son deuxième argument, j'invite mon contradicteur à ne pas
faire d'affirmations, qu'il demande au témoin s'il est d'accord ou pas avant de poser une question. Voilà ce que je souhaitais dire au sujet des questions. Le président, pour ce qui est de la citation, lisez le passage que vous souhaitez citer. Piquet, la citation est incompréhensible si je lis le transcrit real time. Donc j'ai effectivement enlevé 2-3 mots qui ne veulent rien dire parce que c'est incompréhensible pour rendre les choses plus claires. Premièrement, et deuxièmement, j'ai posé une question au témoin. Et pour être juste, je lui ai expliqué d'où vient ma question. Donc ma question, c'est pourquoi n'avoir pas dans votre rapport procédé à l'évaluation d'autres hypothèses que celle qui vous a été donnée par le procureur pour expliquer ce que vous avez vu sur le terrain? The question would be, Le président, d'abord, la question devrait être celle-ci. Est-ce que vous avez pris en compte d'autres hypothèses de travail? Your Honour, yes, Le témoin. Monsieur le Président, oui. Lorsque je menais mon enquête, mon évaluation, comme je l'ai dit précédemment aujourd'hui, dans le cadre de mon enquête, donc, je me suis penché sur tous les éléments de preuve. Je ne suis pas arrivé sur les lieux avec un parti pris cognitif. Je ne m'étais pas dit qu'il s'agissait catégoriquement d'un mortier de 120 mm. On m'avait donné des informations, on m'avait dit que c'était probablement une attaque, et les informations qui m'ont été communiquées dans le cadre de l'enquête, tant pour ce qui est des éléments de preuve matériels sur le terrain et les éléments de preuve auxquels il est fait référence dans la lettre d'instruction, ainsi que sur la base de mon analyse ultérieure, j'ai envisagé différentes hypothèses. Cela dit, on m'a demandé de rédiger un rapport en tenant compte d'un bombardement probable au moyen d'un système d'armes de type mortier de 120 mm. Et les éléments de preuve que j'ai constatés sur le terrain m'ont permis de tirer les conclusions que j'ai indiquées dans mon rapport. Monsieur le témoin, au cours de vos activités militaires, avez-vous déjà collaboré avec l'armée française? Your Honour, I don't. Je ne me souviens pas avoir précisément coopéré avec l'armée française, mais dans le cadre des conflits où il y a des coalitions, j'ai parfois collaboré avec l'armée française ou les forces françaises. No, I'm afraid I do not. Non, ça, je ne me rappelle pas. Avez-vous déjà travaillé en Afrique? Yes, Your Honour, I have. Oui, Dans quel pays? Et en Côte d'Ivoire? en Algérie, Monsieur le Président. Est-ce qu'il y a des modes de conduite des hostilités différentes selon les pays, notamment en Afrique? Vous nous parliez du contexte tout à l'heure, qu'il faut s'adapter au contexte. Est-ce que le contexte dans certains pays africains, selon certaines guerres civiles, est différent que ce que vous connaissez? Your Honor. wait a minute. Le Président, 1 minute. Monsieur Garcia, objection pour manque de pertinence. Le témoin expert est ici pour témoigner sur un certain sujet. Or, depuis 2 séances, il témoigne sur un certain sujet. Et là, maintenant, tout d'un coup, on lui pose une question qui n'a rien à voir. Le Président va d'abord écouter sa réponse et on verra bien si c'est pertinent ou non. Le témoin, comme je vous l'ai dit, j'ai servi en Libye, en Algérie aussi, je viens de le dire. J'ai servi donc dans tous les coins du monde. Et il faut s'adapter à son environnement lorsque on est en service.
Donc, moi, je fais attention à mon comportement, j'adapte mon comportement, j'adapte ma façon de procéder aux circonstances, quelle que soit la circonstance. Il faut savoir s'intégrer du mieux qu'on peut, où que l'on soit. Merci. Comment est-ce que le procureur... Your Honour, I'm afraid I do not. Je ne me souviens pas du premier contact, malheureusement. Were you contacted directly? Le président, mais on vous a contacté directement ou par le biais de votre hiérarchie? L'armée, les Nations Unies, je ne sais. Réponse, si je me souviens bien. Après ma tournée en Libye pour les Nations Unies en tant que chef des munitions et de l'armement, j'ai par la suite été contacté, je ne sais pas, par un réseau peut-être d'amis, mais professionnels ou privés, je ne sais plus très bien. C'est ainsi que j'ai eu le premier contact. Et bien sûr, ensuite, je suis passé par la procédure habituelle en présentant ma candidature. Donc juste pour comprendre, vous dites que par des amis, le procureur vous a contacté. Donc vous avez reçu un coup de téléphone, un email de la part du bureau du procureur à un moment donné. Your Honour, I think Je crois que j'ai dit réseau d'amis au réseau professionnel, c'est vrai, je l'ai dit. Mais je ne me souviens pas du tout comment j'ai été contacté, par quel biais. Je ne m'en souviens plus. Monsieur le témoin, votre mission a bien eu lieu en Côte d'Ivoire du 8 au 13 juillet, c'est bien ça? Le 8 au 12 juillet, pardon, 2013. Yes, it is correct. It's written on. Oui, oui, c'est cela. De toute façon, c'est écrit sur le rapport, noir sur blanc. Reçu, donc qui est le document CIV-OTP 0049 0051. Il semble que vous ayez reçu cette lettre de mission le 9 juillet 2013, c'est-à-dire après le début de la mission. Est-ce correct? yes, that is correct. Tout à fait. Donc vous étiez déjà en Côte d'Ivoire au moment où vous avez reçu la lettre de mission. No, that is not correct. Non, ce n'est pas correct. Ce n'est pas cela. Mais j'imagine que pour préparer la mission qui a eu lieu à ces jours-là, vous avez dû avoir des contacts avec le bureau du procureur avant la lettre officielle du 9 juillet. Vous n'avez pas reçu la lettre le 9 et ensuite tout organisé pour être le lendemain ou le jour même en Côte d'Ivoire. Your Honour, Question. Non, je ne voudrais pas vous expliquer ce qui peut me paraître très clair, mais quand j'étais engagée pour la mission, eh bien, il y avait une procédure, mais je ne me souviens pas exactement comment la procédure s'est déroulée. Mais bien entendu, j'ai été contactée avant la mission. La mission a été préparée. Et vous pouvez regarder d'ailleurs le dossier de la mission. On voit quand même qu'au dernier moment, la date de la mission a été modifiée. Ça, je m'en souviens. Mais malheureusement, je ne peux pas vous donner les dates exactes. Il faut faire référence au dossier qui existe très certainement au sein de la CPI. Avec le bureau du procureur avant la lettre officielle de mission.
Oui ou non? I would. Oui, j'ai bien dû être contacté d'une manière ou d'une autre. Et il y avait une procédure établie pour ce contact, justement. Mais peut-être que si je pouvais regarder peut-être mes relevés d'email ou mes relevés de téléphone, je trouverais une trace. Mais je suis sûre qu'aussi au bureau du procureur, ils ont des traces de toutes les communications et tous les échanges qui ont eu lieu à propos de cette mission. Donc on peut déduire de ce que vous nous dites que vous avez eu des discussions orales ou par d'autres moyens, en plus de la lettre de mission. C'est ça que j'essaye de comprendre. Quand vous recevez la lettre de mission, vous savez déjà ce qu'on vous demande. Vous ne l'avez pas découvert dans la lettre de mission. Your Honour, again. Je me répète, je ne me souviens pas exactement quelle a été la procédure employée pour que l'on me désigne pour cette mission et qu'on me la confie officiellement. Mais quand je regarde la lettre de mission, on voit bien qu'il s'agit des instructions officielles. Et je me souviens très bien que lorsque j'ai reçu cette lettre, elle ne m'a pas surpris. Donc j'avais dû être prévenu à l'avance qu'on allait me demander de faire une enquête sur quelque chose au cours de cette mission. Sinon, je n'aurais pas convenu quoi que ce soit. Donc je me doutais bien qu'il y allait avoir une enquête. Malheureusement, je ne me souviens pas exactement des échanges qui ont eu lieu avant cela. Mais je suis sûre que vous avez des traces dans vos archives. Et huis clos partiel, juste pour une question, par précaution. Can we go into private? Le président, huis clos partiel, s'il vous plaît. In open session, Mr. President. Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, merci. Nous sommes en audience publique. Monsieur Jacobs, poursuivez. En audience publique. Donc, dans votre rapport, je note que vous avez communiqué ce rapport à Eric McDonald du bureau du procureur et Monsieur Eric Baccar. Pouvez-vous nous dire qui est Eric Baccar? Your Honour, if I remember correctly, Je Mr. me souviens bien, Monsieur Eric Baccar faisait partie du bureau du procureur lorsque l'on m'a confié cette mission. C'est tout ce que je puis dire à l'heure actuelle. Connaissiez-vous sa fonction? Your Honour, I'm afraid. Non, je ne me souviens pas de sa fonction, malheureusement. Mais je pense que certains de ses anciens collègues pourraient vous le dire. Le président, est-ce qu'il était avec vous lors de la mission? Réponse, je ne me souviens pas qu'il était avec nous en mission. Ça fait 4 ans quand même. Non, je ne me souviens pas qu'il nous a accompagnés. Mais j'ai mis son nom en référence dans le document. Donc, en ce qui me concerne, il était un récipiendaire tout à fait normal de ce document, enfin un destinataire. Et nous pouvons aller à la page en question dans votre rapport, qui est 0049-0051. Il vous a été communiqué un certain nombre de documents. Nous reviendrons sur le contenu de certains de ces documents plus tard, mais j'aimerais savoir quand est-ce que ces documents vous ont été communiqués exactement.
Your Honour, I'm afraid I do not recall exact. Je ne me souviens pas bien, malheureusement. Je ne sais pas quand ils m'ont été envoyés, mais ils ont été mis à ma disposition. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lors de la mission, je les avais et après aussi. Mais je ne me souviens pas par quel biais ils m'ont été envoyés. Donc, je ne peux pas vraiment vous donner plus de détails. Le président, la question, surtout, c'est de savoir si lorsque vous êtes parti en mission, étiez-vous préparé? Avez-vous déjà lu ces documents? Ou est-ce que vous les avez lus pendant la mission, voire après la mission? Donnez-nous au moins un ordre d'idée. Réponse. Non, ça, je ne peux pas vous le dire. Je ne m'en souviens pas. Désolé. Président, Maître Jacobs. Your Honour, if I recall, Si je me souviens bien, ces documents étaient en français. Je ne me souviens pas si on m'a donné une traduction. Peut-être qu'il y a des traductions, je ne sais pas. Le président, vous parlez le français? Vous comprenez le français? Vous lisez le français? Le témoin, non, absolument pas. Mais lors de la mission, lorsqu'il y avait des parties de documents que je ne comprenais pas, je faisais en sorte que l'on m'explique ce dont il s'agissait pour savoir de quoi on parlait. Mais je ne me souviens pas comment ces informations m'ont été transmises en anglais. Ça fait trop longtemps. Mais en tout cas, j'ai fait en sorte et j'ai suivi toutes les mesures appropriées pour avoir à ma disposition des informations utiles. Mais sans avoir les documents sous les yeux, je ne peux pas me souvenir si on me les a fournis avec une traduction anglaise ou pas. Le président, M. Jacobs. Page 57, ligne 11. Mais lors de la mission, lorsqu'il y avait des documents que je ne comprenais pas, je faisais en sorte que l'on m'explique ce dont il s'agissait. À qui demandiez-vous des explications? Your Honour, as I've said, Oui, comme je l'ai déjà dit, j'étais en mission, mais j'étais une équipe. À un moment ou à un autre, par mon ignorance des langues étrangères, parce que quand il y avait des problèmes, ça m'était traduit. Il y avait des traducteurs. Avez-vous demandé au procureur des informations supplémentaires sur les incidents allégués, en plus des documents qu'il vous a communiqués? I don't recall asking for any additional information. Je ne me souviens pas avoir demandé des informations supplémentaires. On m'a demandé de tirer les conclusions sur les informations qui m'ont été données. Et lorsque j'ai écrit le rapport, j'ai répondu aux questions qui m'avaient été posées en utilisant les informations qui m'avaient été données. C'est ce que j'ai pu faire. Sur la base des informations fournies par le bureau du procureur. I could only work on the. Mais je ne pouvais travailler qu'en utilisant les informations qui m'étaient données par le bureau du procureur. Moi, je ne peux travailler qu'avec les informations qu'on me donne, pas qu'on me donne et que les personnes qui m'ont confié la mission me donnent. Je crois que j'ai répondu à votre question. Vous nous avez dit un peu plus tôt, et excusez-moi, je n'ai pas la référence exacte, c'était il y a une demi-heure, que
quand vous faisiez des expertises, vous regardiez des open source, des journaux, différentes sources pour comprendre le contexte. Dans ce cas précis, ce que vous nous dites, c'est que vous n'avez rien cherché par vous-même, d'autres sources pour essayer de comprendre le contexte. Open source information is Les informations disponibles en open source, certes, ne sont pas toujours fiables. Donc, les informations que j'ai obtenues venaient de sources Internet comme UChip ou d'autres sites de ce type. À l'époque, j'ai recherché des informations utiles, enfin intéressantes, mais pas vraiment utiles, plutôt faisant office d'anecdote. Donc je ne peux pas utiliser les open source pour les citer verbatim, puisque comme le nom l'indique bien, c'est des sources ouvertes à tous. Mais je ne vois pas très bien où vous voulez en venir et je n'arrive pas à bien vous répondre, je le pense, à cause de cela. Sur ces incidents, lors de l'audience de confirmation des charges, quelques mois avant votre mission, en février 2013. Your Honours, À l'époque, bien sûr, je suis sûre que je me suis renseignée sur la situation dans le pays, en utilisant bien sûr un grand nombre de sources d'informations. Mais vous savez bien qu'il n'y a pas de rapport, d'autres informations qui soient parfaitement objectives. to use Donc, pour ce qui est d'une enquête technique, professionnellement, je dois utiliser les informations qui me sont données. Il est fort intéressant aussi de se renseigner sur d'autres informations qui peuvent exister. Mais on m'a demandé d'écrire un rapport en utilisant mon opinion technique et mon expertise technique. Alors à l'époque, je pense que pour bien comprendre le sujet et pour faire un travail professionnel, je me suis renseignée sur la situation politique dans le pays. Enfin, j'aurais dû le faire, mais on m'a demandé dans la lettre de mission de faire un rapport en se basant sur les documents qui m'étaient donnés, et c'est sur là-dessus que j'ai basé mon rapport. Rencontrer du personnel de l'ONUCI, chargé de mission à Abidjan ou sur ces questions-là. Réponse. Je ne me souviens pas de conversation précise. Et si ce n'est pas mentionné dans le rapport ou s'il n'y a pas de traces dans la mission, eh bien, je ne sais pas. Cela dit, j'aurais dû demander à parler au personnel. Et d'ailleurs, si les personnels avaient été disponibles pour nous voir, nous les aurions rencontrés. Donc, je pense, moi, je peux dire que mon enquête a été aussi complète que possible après mon séjour à Abidjan. De la mission elle-même. Vous avez dit hier que des membres du bureau du personnel vous accompagnaient pendant cette mission. Pouvez-vous nous dire qui d'autre vous accompagnait ? Sirs, Alors,
je ne me souviens pas de la composition exacte de la mission. Si vous me permettez de mentionner des noms, je suis sûr qu'il y a un relevé quelconque et officiel de cette mission. Le président, de toute façon, va passer en audience à huis clos partiel. La greffière d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Maître Jacobs. Votre rapport, la visite de 4 sites, et vous en avez parlé avec le représentant du bureau du procureur. Je vais vous poser quelques questions de précision sur chacune de ces visites. Donc vous n'avez pas besoin de répéter tout ce que vous avez dit au bureau du procureur pour qu'on puisse avancer vite. Le premier site que vous avez visité, selon l'annexe C à votre rapport, et je redonne le numéro, CIVOTIP 0049 0056, à la page 0057, est le marché Siakakone. Pouvez-vous nous dire quel jour de votre mission vous êtes rendu à ce site? Si vous en souvenez. Your Honour's already Réponse, Monsieur le Président, je me souviens que c'était le premier jour de mission. Ce devait être le matin après notre arrivée, si je me souviens bien. Et combien de temps y avez-vous passé? The whole day. Le Président, la journée entière. Vous confirmez toute la journée? yes, it was the whole day. Réponse, oui, toute la journée. Vous nous avez dit hier avoir visité un second site à Siakakone. Et c'est au transcrit page 108, ligne 3 et suivante. Pourquoi n'avoir mentionné qu'un seul site dans votre rapport? As I answered yesterday, Réponse, comme je l'ai indiqué hier dans ma réponse à cette question, un deuxième site nous a été indiqué, mais il n'y avait rien de substantiel du point de vue technique qui me permette de procéder à une évaluation. J'ai donc écarté cela d'une enquête supplémentaire. Donc vous n'avez retenu dans le rapport que les éléments que vous avez trouvés sur le terrain qui confirmaient le scénario du procureur. Réponse, oui. Merci. À la page 0058 de cette annexe, vous reproduisez une photo sous laquelle vous indiquez qu'il s'agit du, et je vous cite, probable site. Site probable de l'explosion. Lieu probable de l'explosion, se corrige l'interprète. Sur la photo, on ne voit pas de cratère. Et donc j'aimerais savoir sur la base de quelle information vous affirmez qu'il s'agirait du lieu de l'explosion. Your Honours, Réponse. Monsieur le Président, la série de photographies contenues dans ce rapport sont là pour attirer l'attention du lecteur et pour l'orienter sur les lieux en question. S'il est vrai qu'il n'existe pas de dépression visible, de cratère apparent sur le sol, le lieu probable est indiqué
pour faciliter la compréhension par le lecteur du terrain, de la géographie. Les photographies sont un cliché instantané d'un ensemble de sites géographiques. À moins d'y être présent physiquement, il est difficile d'imaginer le lieu. Le lieu probable de l'explosion est indiqué simplement pour indiquer sa proximité par rapport à la porte dont nous avons discuté de manière détaillée hier, le juge président. Mais comment est-ce que vous avez pu identifier ce lieu? Le témoin. Monsieur le Président, lorsque j'ai examiné le sol et le faisceau d'éclat radial, j'ai examiné la manière dont la fragmentation ou les dégâts causés par la fragmentation se sont manifestés. Et j'ai essayé de déterminer où pourrait être situé de manière réaliste le lieu de l'explosion. La raison pour laquelle j'ai indiqué par un cercle plutôt que par une marque précise ou une flèche indiquant le lieu exact, c'est pour montrer les alentours. C'est dans ces alentours-là qu'il y a probablement eu le lieu d'explosion. La photo est là simplement pour orienter, pour éclairer le lecteur, pour qu'il ait une idée de l'emplacement géographique où les photos ont été prises. Et vous dites que vous êtes parti des marques sur la porte, mais avez-vous mesuré une distance, un angle pour essayer d'identifier le lieu où aurait eu lieu l'explosion? Distances were measured. Les distances ont été mesurées et les représentants du bureau du procureur ont procédé à des calculs. Ils ont calculé avec des mètres, avec des règles pour donner une idée ou pour établir des références. Comme c'était le premier lieu que nous avons examiné, il était très difficile d'être scientifique dans sa démarche. Surtout avec un passage important du temps, il est pratiquement impossible. Il est impossible d'être exact vu le peu d'éléments disponibles ou l'absence d'éléments à examiner. Les distances ont été mesurées ce jour-là, mais cela n'a pas été repris dans le rapport parce que c'était à quelques mètres de la porte. Je ne me souviens pas de la distance exacte. Et je n'ai d'ailleurs pas indiqué la distance exacte dans mon rapport. Pourquoi? Because Réponse. Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, il ne s'agit pas d'une science exacte. Nous devons examiner tous les éléments dans leur ensemble. Et donc, lorsque je prends l'exemple de la porte que nous avons examinée de façon détaillée hier, je peux vous dire qu'il y a un faisceau d'éclat et je peux extrapoler à partir de là et faire une approximation. La distance serait de 10 à 15 mètres de la porte, ce qui serait réaliste étant donné le faisceau d'éclat que nous avons vu hier. Il se peut que le lieu de l'explosion ait pu être plus proche, mais la photographie qui est là, comme je l'ai dit, est simplement pour servir de repère géographique à l'intention du lecteur. Il ne s'agit pas d'une affirmation de fait. Ce chiffre de 10 ou 15 mètres, pourquoi pas 25 mètres ou 100 mètres? Quelle est votre source d'information pour nous dire que c'est à 10 ou 15 mètres qu'aurait dû avoir lieu l'explosion? Your Honours, from Réponse. Monsieur le Président, sur la base d'une expérience significative sur le terrain et avec les systèmes de mortier, un spécialiste en matière d'explosion travaillant dans un environnement de neutralisation des bombes et enquêtant sur l'utilisation et les incidents impliquant l'utilisation de mortiers, tant pour ce qui est des types de munitions ainsi que pour leur conception, c'est sur la base de tout cela que je peux faire cette évaluation. Comme je l'ai indiqué, il ne s'agit pas d'une science exacte, surtout lorsque les événements remontent à une période lointaine. Si nous nous éloignons d'une centaine de mètres, comme je l'ai indiqué hier, le faisceau d'éclat ne serait pas indiqué de la même manière que nous l'avons vu sur la porte que nous avons examinée hier.
toujours à la page 0059, vous indiquez que les marques que vous avez observées, et je cite en anglais, consistent with, sont conformes, mais ne permettent pas de déterminer de façon catégorique les faisceaux d'éclat. Fin de citation. pourraient être compatibles avec d'autres types d'armes? Yes. Réponse oui. Lesquels? Any other frag? Réponse tout autre type de munitions à douille renforcée, par exemple, tout autre type d'élément qui peut produire un faisceau d'éclat similaire. Quelque chose qui est censé produire une fragmentation suivant un faisceau radial ou produisant, de par sa conception, un type de faisceau qui se déplace à haute vélocité. Comme je l'indiquais hier, lorsque nous avons examiné cette porte, je me serais attendu à voir un faisceau d'éclat similaire à la suite de l'explosion d'un engin explosif artisanal. Ceci étant dit, j'ai indiqué que j'ai pris toutes ces informations dans son ensemble et je ne me suis pas penché sur un site particulier pour tirer des conclusions catégoriques. Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelles sont les conditions nécessaires pour pouvoir établir l'origine d'un tir de mortier, d'un point de vue balistique? Your Honours, that would be Réponse, Monsieur le Président. Il m'est très difficile de répondre à cette question. Du point de vue technique, il n'est pas possible de répondre à une telle question, vu le temps qui s'est écoulé. Je ne cherche pas à être évasif dans ma réponse, mais si le Conseil de défense fait référence à la forme et à la direction des fragments pour faire une extrapolation et déterminer la trajectoire balistique du mortier, à ce moment-là, je vous dirais que je ne suis pas au courant de procédures qui permettent de le faire. Les tirs de mortier, enfin, c'est ce qu'on appelle la détection du choc dans le contexte militaire, du tir plutôt, détection du tir. Cela est fait au moyen d'un radar et cela est fait en temps réel. Mais pour ce qui est d'un fonctionnement ultérieur d'un type de munition indirecte, je vous dirais qu'il est pratiquement impossible de déterminer l'origine du vol de l'obus, simplement à partir des gerbes d'éclats qui sont sur le terrain. Merci, monsieur le témoin. Donc, je vais passer au second site que vous mentionnez dans l'annexe C à votre rapport, et on passe à la page 0061, que vous identifiez comme un site proche de SOS Village. Je vous laisse aller à la page en question. Vous souvenez-vous de quel jour vous avez visité ce site et combien de temps vous y avez passé? Réponse. Je me souviens que c'était la deuxième journée complète de mission et je crois que nous y avons passé toute la journée. Mais il me faudra me référer à un rapport de mission pour le confirmer. À la page 0062, vous reproduisez une photo
et vous indiquez avec une flèche à côté le siège probable de l'explosion. On voit toujours pas de cratère. Donc pouvez-vous nous indiquer comment vous avez déterminé ce siège? De la même manière que pour le premier site? I believe there was Je crois que un des représentants du bureau du procureur a pris une photo du lieu probable de l'explosion. Et hier, nous avons vu un plan rapproché de cela. Le président, ce qui m'intéresserait, c'est la chose suivante. Est-ce qu'on vous a mené vers ce site, ce lieu d'explosion probable, ou est-ce que vous l'avez découvert vous-même? Réponse. Monsieur le Président, les représentants du bureau du procureur m'ont indiqué le lieu ou les alentours de cet incident et on m'a donné une vue aérienne de cela. J'ai commencé à tirer des déductions du lieu probable de l'explosion. J'ai dû vérifier cela sur la base d'éléments physiques que j'ai pu repérer sur le terrain. Le président, merci. Maître Jacobs. Merci. Cette photo a été prise du toit de la mosquée, vous l'indiquez, vous nous l'avez dit un peu plus tôt. Qui vous a donné l'accès au toit de la mosquée? Your Honours, yesterday when Réponse. Monsieur le Président, hier, lorsque nous avons parlé de l'accès à la Sainte Mosquée, j'ai indiqué que c'était le gardien de la mosquée qui a aimablement accepté de nous accompagner sur le toit de la mosquée. Vous a-t-il donné des informations sur ce que vous pouviez observer? I do not recall him. Réponse, je ne me souviens pas qu'il nous ait donné d'informations sur ce que nous observions. J'ai dû lui parler brièvement ce jour-là. Moi, j'étais beaucoup plus intéressé par les éléments physiques et c'est ce qui me raconte l'histoire technique de ce qui s'est passé. Et les choses dont j'ai pu discuter avec le gardien de la mosquée ont pu être intéressantes, mais moi, je me suis uniquement penché sur les éléments matériels pour tirer des conclusions. Page 62, et je vous cite en anglais. The ammunition type. Le type de munition ne peut être confirmé sur la base des informations recueillies sur le lieu. Cela étant, il est tout à fait faisable qu'un explosif brisant à douille renforcée produirait ce type de faisceau d'éclat. Donc juste pour comprendre ce que vous dites là, vous dites que vous ne pouvez pas confirmer qu'un obus est tombé ce jour-là, à cet endroit-là, sur la base des informations dont vous disposiez sur place. On the basis of the Réponse, sur la base des informations dont nous disposions ce jour-là, je peux confirmer que les faisceaux d'éclat sont compatibles, mais comme je l'ai indiqué dans mon rapport, et je l'ai dit par oral à de nombreuses reprises, dans tous ces lieux, il n'y a pas un seul site qui permette de confirmer l'utilisation d'un mortier de 120 mm à douille renforcée. C'est l'ensemble de tous les éléments observés et qu'on a pu voir après l'écoulement d'une longue période qui m'ont permis de tirer cette conclusion-là. Il n'existe pas de site précis où je peux dire catégoriquement qu'il s'agissait d'un obus de mortier de 120 mm. Premier site, si je vous demande si d'autres hypothèses étaient ce que vous appelez entirely feasible, vous allez confirmer que, par exemple, un engin explosif improvisé aurait pu produire un dommage similaire. Réponse, oui.
Oui, dans l'abstrait, oui. C'est tout à fait envisageable. Un engin explosif artisanal ou improvisé, à titre d'exemple, imaginons l'auteur d'un attentat suicide qui aurait avec lui un explosif à douille renforcée, un explosif brisant ou une source d'accélérant qu'on utilise dans le cadre d'une explosion détonante. Cela dit, vu le faisceau radial et la hauteur, le faisceau de dégâts ne permet pas de tirer cette conclusion-là. Le juge président, puis-je me permettre de vous poser la question suivante? Combien de lieux probables d'explosion est-ce que vous avez pu recenser dans le cadre de votre enquête? Combien est-ce que vous en avez observé, identifié, enfin, peu importe l'appellation? Le témoin. Monsieur le Président, je vais essayer de ne pas être ambigu. J'ai effectué des enquêtes sur un nombre extrêmement important, des centaines, voire des milliers de lieux. Le juge président interrompant. Non, je vous parle de cette mission en particulier. Je ne vous parle pas d'une manière générale de votre expérience. Le témoin. Il y avait 4 sites. Nous nous sommes rendus dans 4 sites. Et dans mon annexe, je précise les 4 annexes. Je les énumère d'ailleurs. Annexe C. Please go ahead. Le président veuille poursuivre. Donc toujours pour continuer, sur cette page 0062, vous indiquez avoir reçu des photos données aux enquêteurs par des témoins oculaires. Donc, si je comprends bien ce que vous nous avez dit tout à l'heure, vous ne vous souvenez plus si ces photos vous ont été données sur place à ce moment-là ou avant? Exactement comment vous êtes venu en possession de ces photos? The photographs. Réponse. Comme je l'ai déclaré hier, les photographies m'ont été remises sur le site. Malheureusement, je ne me souviens pas si elles avaient été remises aux représentants du bureau du procureur ce jour-là ou avant ce jour-là, ou c'est uniquement sur le site, sur place, qu'ils nous ont été remises. Moi, je n'ai vu ces photos que le jour où on me les a montrées sur le terrain, sur place. Vous dites que ces photos montreraient le site immédiatement après l'attaque de Mortier allégué. Toujours à la page 0062. Comment le savez-vous? This was information. Réponse. Cette information m'a été donnée par les représentants du bureau du procureur. Est-il courant de faire des analyses balistiques sur la base de photos? The photographs. Réponse. Les photographies sont intéressantes, car elles nous permettent de brosser un tableau général, en tout cas à titre personnel et du point de vue technique, de ce qui s'est passé. J'agis sur la base des informations qui me sont communiquées. Le bureau du procureur m'a dit, les représentants m'ont dit qu'il s'agissait de photographies qui étaient pertinentes au regard de l'enquête. Elles avaient été prises sur les lieux. Donc oui, dès lors, elles deviennent des éléments d'information importants du point de vue technique. Donc pour bien comprendre votre réponse, et je vais reposer ma question, est-il courant de faire des analyses balistiques sur la base de photos? Car c'est ce que vous faites dans le rapport. Oui ou non? Yes, it's. Réponse, oui, c'est courant. Il est courant de procéder à une analyse sur la base de toutes les informations qui sont disponibles. À l'époque, j'étais d'avis et je suis toujours d'avis que je ne pouvais pas faire fi de ces informations, car elles m'avaient été présentées par le bureau du procureur. Oui, il est courant d'utiliser toutes les sources d'informations disponibles si elles ont une valeur technique. Pour ce qui concerne une analyse balistique, du point de vue purement strict,
Il est difficile, non, il est impossible pour moi de déterminer une trajectoire balistique sur la base de ces photos, mais si vous me parlez de l'analyse du fonctionnement potentiel d'un explosif provenant ou à douille renforcée, alors oui, ces informations, ces photographies sont pertinentes et il est courant d'utiliser ce type d'informations pertinentes. Vous venez de nous dire qu'il est impossible de déterminer une trajectoire balistique sur la base de photos. Pourtant, sur la même page, un peu plus bas, vous utilisez l'une des photos qu'on vous a soumises pour conclure que, et je cite en anglais, The three photographs below. Les 3 photographies ci-bas montrent la trajectoire des projectiles qui ont traversé donc le chemin d'accès piéton et qui se sont retrouvés dans le bâtiment. Your Honours, that would be the ballistic trajectory. Réponse, Monsieur le Président, il s'agit de la trajectoire balistique des fragments et non pas de l'obus. Moi, j'examine la scène après l'explosion. J'ai donc mal compris la question initiale, mais permettez-moi de développer ma réponse. L'utilisation de toutes les informations qui m'ont été présentées ce jour-là, et je parle des éléments matériels ainsi que des photographies, sur la base de cela, j'ai pu déterminer que le dommage, que les dégâts étaient compatibles avec le fonctionnement ou l'explosion de ce type de munitions. Et la trajectoire balistique des fragments post-explosion de l'explosif, cela peut être déterminé et l'on peut tirer une conclusion d'après l'analyse fondée sur les informations qui avaient été présentées. Mais est-ce que vous avez fait un calcul scientifique de la trajectoire en termes de distance, de direction, d'angle, pour affirmer, comme vous le faites à cette page, que les projectiles seraient passés de la photo 1 à la photo 2 pour finir dans la photo 3? Est-ce que vous avez fait des calculs pour établir cela? We would have to look at. Réponse. Il faudrait que vous examiniez le rapport global du bureau du procureur pour voir les distances exactes. Les photographies font référence à cela. Si vous prenez la photographie, vous voyez donc le mur. Ensuite, dans la deuxième photographie, on voit l'autre côté du mur. Les photographies qui nous avaient été remises ce jour-là par un témoin oculaire démontrent que les dégâts ont eu lieu ce jour-là. Et vous pouvez voir qu'il s'agissait de fragmentation d'un projectile à haute vélocité qui a pénétré les murs, des portes en acier et qui se sont retrouvés dans le bâtiment de l'autre côté. Et comme nous en avons discuté hier, l'on peut voir le faisceau radial familier, nous pouvons voir aussi les traces et l'éparpillement de la fragmentation, des fragments, et nous pouvons aussi la réduction des marques sur les murs ainsi que la fragmentation qui nous permet de dire qu'il y a eu un contact avec des objets solides. Donc la photographie est essentielle pour déterminer l'ordre et la chaîne d'événements. Du procureur plus large, le rapport global, de quel rapport parlez-vous? Your Honours, there will be. Il y a un rapport de mission, j'en suis sûre. Enfin, il doit bien y avoir un rapport de mission qui parle de la mission dans un contexte plus général. Moi, on m'a demandé de faire rapport sur un certain nombre d'événements. Il y avait des enquêteurs sur place, dans notre groupe d'ailleurs, qui prenaient des photos et qui faisaient leur propre analyse de la situation. Le Président, il est 13 heures. Le rapport balistique scientifique dont nous disposons, c'est le vôtre.
il existe un rapport de mission qui décrit ce que vous avez fait de manière générale, mais le rapport scientifique, c'est le vôtre. N'aurait-il pas été pertinent que dans ce rapport figurent vos calculs de distance que, d'après ce que je comprends, vous n'avez pas fait, que les représentants du bureau du procureur ont effectué? N'est-ce pas une information utile pour un rapport scientifique? There are no calculations that Il n'y a pas de calcul qui soit vraiment pertinent ici en l'espèce. Moi, je pourrais regarder peut-être le type d'explosifs utilisés dans des munitions. Je pourrais utiliser aussi différents calculs pour voir quelle était la vélocité du projectile, ou d'un fragment plutôt d'ailleurs que du projectile. Mais je pourrais regarder les distances. Mais pourquoi faire? Moi, on m'a demandé de regarder la situation de façon holistique pour voir si les dégâts que l'on voyait pouvaient être attribués à tel type de munitions. Il est vrai qu'on aurait pu faire des analyses beaucoup plus scientifiques. Mais ça ne sert pas à grand-chose au niveau des éléments de preuve que cela peut apporter. Ce qui est important, en fait, c'est le faisceau des fragments. Et puis, parfois, d'autres petits indices, par exemple, le site éventuel de la détonation, quand on a le cratère autour, le fait qu'il y ait cet anneau coloré autour du cratère, ça c'est utile. Mais je ne vois pas tellement quel genre de calcul on aurait pu me demander de faire, au vu des circonstances. Now we break for lunch. We come back at 2:30. Interprète, correction d'interprète, ajoutez l'équation de Gurney Is adjourned for this. And au début de la réponse du témoin. thank you very much and see you. Qu'il parle du calcul qu'il utilise pour déterminer la vélocité du fragment. Président, donc, c'est l'heure du déjeuner, on prend à 14h30. Le témoin peut quitter le prétoire. Donc, je demande un peu si on peut travailler en horaire étendu. Nous sommes vendredi, il faudrait finir le témoin. Just a minute. Yes, please. Le président, allez-y. Vraiment essayer de le garder. Yes, but then we have. Mais ça ne nous laisse que 30 minutes pour l'équipe de M. Blégoudet. Je pense que votre intérêt est commun dans ce qui concerne ce témoin. Donc, l'équipe de M. Blégoudet, vous pouvez nous donner un ordre d'idée parce qu'il faut qu'on s'organise. Maître Knops, au vu des questions qui ont déjà été posées par Maître Jacobs, il nous faudra 30 à 45 minutes, au pire. Le président, très bien, donc horaire étendu. Pour être prudent, donc on va travailler plus longtemps cet après-midi. On se prépare à cela. Donc on reprend à 14h30 jusqu'à... on verra.